Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News dans l'actualité de ce vendredi. L'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeck est décédé ce vendredi. Son nom et son travail sont liés à plusieurs grands dossiers politico-financiers. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a tenu à lui rendre hommage. 2 policiers ont été tués par balle hier dans le commissariat du 15e arrondissement de Paris. L'un des 2 policiers s'en sort indemne tandis que l'autre a toujours son pronostic vital d'engagé. On en sait désormais plus sur le profil du suspect qui venait d'agresser au cutter une femme de 73 ans chez elle. Une petite fille britannique de 18 mois, sourde de naissance, a retrouvé l'audition après une opération qui n'a duré que 16 minutes grâce à un essai de thérapie génique. Et puis malgré une nouvelle mise en garde des États-Unis qui menace de stopper la livraison d'armes, Israël poursuit son offensive sur Rafah. Plus de 100 000 personnes ont fui la ville selon l'ONU. Nous ferons le point à la fin de ce journal. L'inflexible juge Renaud Van Ruymbeck, un magistrat souvent admiré et parfois décrié dans les couloirs de justice de Paris, est décédé ce vendredi 10 mai. 40 ans de carrière, 40 ans d'un travail obstiné contre la corruption et l'argent sale. Son nom restera associé aux affaires politico-financières les plus sensibles et un homme qui portera toute sa vie l'espoir d'indépendance de la justice. Marie Bougot revient sur sa très longue carrière. Regardez. L'inflexible juge Renaud Van Ruymbeck, un magistrat souvent admiré, parfois décrié, dans les couloirs du vieux palais de justice de Paris. 40 ans de carrière, 40 ans d'un travail obstiné contre la corruption et l'argent sale. Van Ruymbeck, un nom qui restera associé aux affaires politico-financières les plus sensibles, et un homme qui portera toute sa vie l'esprit d'indépendance de la justice. La constante que j'ai eue, c'est de faire mon travail, quelle que soit la personne que j'avais en face de moi. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit puissant, qu'on ne le soit pas, le traitement doit être le même, exactement le même. La carrière de Renaud Van Ruymbeck, c'est une liste d'affaires sensibles et médiatisée. Le dossier Urba sur le financement occulte du Parti socialiste, c'est lui. L'affaire des frégates de Taïwan, ou encore Clearstream, c'est toujours lui. Sans oublier les enquêtes sur Jérôme Cahuzac, Jérôme Kerviel ou encore les époux Balkany. Le magistrat s'est éteint à 71 ans. Le garde des Sceaux salue aujourd'hui la carrière de cet homme pugnace et discret. C'était quelqu'un qui était juste, qui était sans complaisance à l'encontre de ceux qui n'avaient pas respecté la loi. Ça n'était pas un justicier, c'était un homme de justice. Je pense que notre pays perd un grand juge à l'évidence et la justice perd un grand serviteur. En 2021, à la retraite, le pianiste émérite nous recevait chez lui. Il nous confiait les pressions qu'il avait pu subir durant sa carrière. Un exemple de courage selon cette magistrate qui était son élève. Il insistait beaucoup sur la question du doute. Il faut rendre la justice avec les mains tremblantes. Il faut douter, il ne faut pas être sûr de soi. Et il insistait beaucoup sur le fait que quand on est juge d'instruction, il faut hésiter toujours à mettre quelqu'un en détention provisoire. Il y a 5 ans, le juge Renaud Van Ruymbeck a raccroché sa robe de magistrat. Mais il a gardé toute sa vie, chevillé au corps, ce combat qu'il animait contre la corruption. Que s'est-il passé dans un commissariat du 15e arrondissement de Paris et comment un suspect a-t-il pu s'emparer de l'arme de service d'un policier? Il est environ 22h30 hier, jeudi 9 mai, lorsqu'un suspect, après avoir été interpellé, réussit à saisir une arme de service et à faire feu à 2 reprises sur les policiers. 2 fonctionnaires ont été transportés à l'hôpital. Laurent Delaunay nous donne des derniers détails de l'enquête. Que s'est-il passé dans ce commissariat du 13e arrondissement de Paris et comment un suspect a-t-il pu s'emparer de l'arme de service d'un policier? Il est 22h30 hier soir lorsqu'un suspect, après avoir été interpellé, réussit à saisir une arme de service et à faire feu à 2 reprises sur les policiers. Avant sa prise en charge, il y a la fouille et puis au moment où il soufflait à l'éthylotest, puisqu'il avait l'air manifestement excité, peut-être sous l'emprise d'alcool, il a réussi à subtiliser l'arme d'un effectif et à en faire usage.
Les 2 fonctionnaires sont transportés d'urgence à l'hôpital. Ils sont grièvement blessés par balle. 3 enquêtes ont été diligentées afin de comprendre ce qui a pu se passer au sein de ce commissariat. Ils avaient leur arme leur étui de service à la ceinture, normalement. Et comme toute étui de service, il n'y a pas des cadenas. Il ne faut pas une clé, une combinaison à 3 chiffres pour pouvoir déverrouiller son arme. Un peu plus tôt, le suspect avait été arrêté à quelques rues du commissariat, ici, au 2e étage de cet immeuble. L'homme d'une trentaine d'années se serait enfermé dans l'appartement d'une femme avant de violemment l'agresser à coups de cutter. Par miracle, elle a survécu. Un suspect au comportement inquiétant que les voisins avaient vu rôder dans l'immeuble ces derniers jours. Le monsieur, il était là, il parlait au téléphone et ma fille revenait du collège. Et il l'a suivi, nous on habite de l'autre côté, mais quand il a entendu que mon épouse ouvrait la porte, il est parti. L'agresseur présumé victime d'un tir de riposte est toujours hospitalisé mais hors de danger. Les policiers, eux, sont toujours hospitalisés et le pronostic vital de l'un d'eux toujours engagé. Et nous en saurons probablement plus dès demain. Aujourd'hui, quand sa mère tape des mains, une fillette de 18 mois, sourde de naissance, retourne. C'est une victoire de la médecine britannique qui permet à cet enfant d'1 an et demi de s'émerveiller de tous les sons. Elle est la plus jeune enfant au monde à avoir bénéficié d'un traitement révolutionnaire. 6 mois après son opération, on nous a annoncé que son audition était quasiment normale, mais qu'elle réagissait à tous les sons qui sont très doux, a confié sa mère à la naissance. La fillette, les cellules de son oreille interne ne communiquaient pas avec le nerf auditif, une maladie génétique qui est soignée grâce à la thérapie génique. Alexis Boulet a rencontré de la petite fillette de 18 mois. Quand sa mère tape des mains, cette fillette sourde de naissance se retourne. Une victoire de la médecine britannique qui permet à Opal Sandy, 1 an et demi, de s'émerveiller de tous les sons. Elle est la plus jeune enfant au monde à avoir bénéficié d'un traitement révolutionnaire. 6 mois après l'opération, on nous a annoncé que son audition était quasi normale et qu'elle réagissait à des sons très doux. Oui, les médecins nous ont fait écouter les sons auxquels elle réagit, même les plus faibles. C'est époustouflant. À la naissance d'Opal, les cellules de son oreille interne ne communiquaient pas avec le nerf auditif, une maladie génétique soignée grâce à la thérapie génique. Le gène fonctionnel est d'abord intégré à un virus inactivé. Puis il est injecté dans l'oreille interne et les cellules se réparent progressivement. Avec cette méthode, nous n'injectons pas une grande quantité de thérapie génique dans le reste du corps, et cela diminue les effets secondaires. Même l'équipe médicale ne s'attendait pas à d'aussi bons résultats, qui font entrevoir une nouvelle ère dans le traitement de la surdité d'origine génétique. J'espère bientôt commencer à utiliser la thérapie génique chez les jeunes enfants pour traiter différents types de pertes d'audition et pouvoir ainsi les soigner définitivement. Un enfant sur 1000 naît avec une déficience auditive. En l'absence de traitement, les répercussions peuvent être lourdes sur le développement de l'enfant. À Rafah, mais aussi dans le nord de Gaza, les tirs israéliens reprennent dès le lever du soleil et ce, en dépit de la mise en garde des États-Unis. Joe Biden, le président américain, menace de ne plus fournir certains types de bombes en cas d'offensive près de la frontière égyptienne. Benjamin Netanyahou, qui se dit toujours déterminé à éradiquer le Hamas dans cette zone, lui répond par médias interposés « Nous ferons ce que nous devons faire pour protéger notre pays », a-t-il déclaré. Malgré les avertissements des États-Unis, l'État hébreu poursuit son offensive sur Rafah, comme nous l'expliquent les équipes de France Télévisions. À Rafah, mais aussi dans le nord de la bande de Gaza, les tirs israéliens reprennent dès le lever du soleil, et ce, en dépit de la mise en garde des États-Unis. Joe Biden menace de ne plus fournir certains types de bombes en cas d'offensive près de la frontière égyptienne. Benjamin Netanyahou, toujours déterminé à éradiquer le Hamas dans cette zone, lui répond par médias interposés. Je connais Joe Biden depuis de nombreuses années, 40 ans à peu près. Nous avons eu nos accords et nos désaccords, nous avons su les surmonter, mais nous ferons ce que nous devons faire pour protéger notre pays. Protéger coûte que coûte Israël, même en se passant de son principal fournisseur d'armes, c'est possible selon le porte-parole de l'armée israélienne.
L'armée israélienne dispose de suffisamment d'armement pour accomplir notre mission à Rafah. L'État d'Israël a des intérêts en matière de sécurité et nous sommes également sensibles aux intérêts des États-Unis et c'est ainsi que nous continuerons à agir. Israël le répète, tant que le Hamas au pouvoir à Gaza ne sera pas vaincu, un cessez-le-feu semble impossible. 2 Ukrainiens ont été arrêtés aujourd'hui. Ils auraient ourdi un complot contre Volodymyr Zelensky. Ils auraient été appréhendés par les services de renseignement ukrainiens. Selon Kiev, ils avaient pour mission de prendre le président en otage puis de l'assassiner. Ces agents auraient été recrutés par la Russie juste avant le début de la guerre. L'un des suspects détaille, la mission était de recruter quelqu'un pour bloquer le président au moment d'une sortie, par exemple. Marianne Bourguiot nous donne quelques détails de cette histoire. 2 Ukrainiens arrêtés, ils auraient ourdi un complot contre Volodymyr Zelensky. Ils ont été appréhendés par les services de renseignement ukrainiens. Selon Kiev, leur mission était de prendre le président en otage puis de l'assassiner. Toujours selon l'Ukraine, ces agents ont été recrutés par les Russes juste avant le début de la guerre. L'un des suspects est interrogé. Il détaille le plan pour exécuter le président. La mission était de recruter quelqu'un pour bloquer le président. Au moment d'une sortie, par exemple. Quand il allait enregistrer son discours traditionnel du soir. Ou encore quand il sortait de la résidence présidentielle. Ces espions, à la solde des Russes, selon Kiev, ont été repérés et suivis. Ils devaient aussi tuer cet homme, Kirili Boudanov, chef du renseignement militaire ukrainien. Sur ces échanges téléphoniques, des informations, entre autres, sur le bâtiment où se trouvait régulièrement Boudanov. Moscou devait attaquer le lieu avec un premier missile. Le porte-parole des renseignements ukrainiens détaille la suite. Après cela, les Russes devaient envoyer un 2e missile pour éliminer toute trace, notamment celle d'un drone. En effet, un drone armé d'une roquette a été retrouvé au domicile d'un des suspects. Il devait aussi être utilisé. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky annonce qu'il renvoie le chef de sa sécurité personnelle. Il est jugé responsable de n'avoir pas vu venir ce complot. Jusqu'à ce jour, les Russes n'ont pas réagi à ces informations. Tout autre chose dans le reste de l'actualité et plus légèrement, de nombreux fans français seront présents pour soutenir Slimane qui soutiendra la France à l'Eurovision. La finale de l'Eurovision se déroulera dès demain, samedi 11 mai en Suède. Les espoirs français reposent sur le chanteur Slimane. Beaucoup de fans français ont d'ailleurs fait le déplacement rien que pour lui. Carole Vérove a rencontré ces quelques fans qui déclarent que le ridicule ne tue pas, faisant évidemment référence à leur fameux costume. Regardez. Le ridicule ne tue pas. Il permet même à ses fans de renaître chaque année. Bienvenue sur la planète Eurovision. Et dans ce royaume de l'excentricité, les Français ne sont pas en reste. Des paillettes, des paillettes, des paillettes, des paillettes. Il n'y a jamais trop de paillettes à l'Eurovision. Depuis l'Hexagone, plus de 200 fans ont volé jusqu'en Suède pour soutenir en chœur leur candidat, Slimane. Est-ce que tu m'aimes ou pas? Moi, j'y crois depuis le début. Je crie haut et fort qu'on peut gagner cette Eurovision. Dans la loge de la délégation arménienne, sauf Jacqueline, la chanteuse, tous les musiciens sont lillois. Pierre Kassler à la batterie. On était tous un peu dans les conservatoires à Lille, dans le milieu du jazz en fait. Et ils ne sont pas les seuls Français à défendre d'autres couleurs. Moi, je travaille avec l'équipe d'Albanie. Ouais, c'est n'importe. On est partout. Partout, et bien décidés à se faire voir. Voilà, bleu, blanc, rouge. On y est. Pour ses fans, il faut que ça brille. C'est l'esprit Eurovision, ouais, c'est celui-là le plus délirant. Donc nous, on reste encore assez soft par rapport à certaines autres personnes. Pour assister à chaque répétition, chaque concert avant la finale,
Arnaud Ménez a déboursé 2 500 €. C'est la 9e fois qu'il assiste à l'Eurovision. Et cette année, le groupe de fans compte bien sûr une victoire. On est là pour dire allez la France, faut qu'ils votent pour nous. D'ailleurs, ton numéro peut voter pour la France ce soir, pas ce soir, samedi. Non, non, oui, ah, vous parfait. pouvez voter pour nous. Derrière les paillettes, on en avait presque oublié la compétition. Décédé lundi 6 mai à l'âge de 89 ans, Bernard Pivot avait grandi dans le Rhône au milieu des vignes à Quincy en Beaujolais. Tout le monde se souvient de lui. Il était simple, discret, aimable. Franchement, pour un homme comme ça, c'était super, témoigne un habitant à Lyon dans le Rhône où il est né. L'émotion est très forte, ça me fait quelque chose, ça m'aimait beaucoup, confie une femme. Voici, regardez ce reportage. C'est ici qu'il a grandi. Son village au milieu des vignes du Beaujolais. Tout le monde se souvient de lui. Il était simple, discret, aimable, enfin tout quoi. Franchement, pour un homme comme ça, c'était super. Il venait fréquemment quand même. Et de par la bibliothèque qui s'appelle Bibliothèque Bernard Pivot, les gens sont tous très attachés à cette personne. Beaucoup d'émotions aussi à Lyon, où il est né. Ça me fait quelque chose, hein. Ça m'émeut beaucoup. C'est un petit peu ma jeunesse. Voilà, mes grands-parents le regardaient, mon père le regardait. Ça fait partie du patrimoine français, on va dire. Un saut dans cette librairie indépendante du centre-ville. Les émissions de Bernard Pivot déclenchaient toujours un raz-de-marée littéraire. Elles ont toujours suscité des ventes énormes le lendemain de leur passage à l'antenne. C'est-à-dire qu'on préparait presque l'après apostrophe quand on était libraire. Ça faisait partie de notre cahier des charges du vendredi. Des années après, les amoureux des livres se souviennent. Oui, je me rappelle les interventions de Fickelkraut quand il était jeune, Glucksmann, c'était des choses, c'était des moments où on était tous passionnés, c'était l'émission de référence. Il apportait la culture à tous, il a toujours voulu faire découvrir la littérature au plus grand nombre, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Bernard Pivot était le trait d'union entre la littérature moderne et les Français. Voilà, et puis Bernard Pivot était donc un journaliste français, écrivain, critique littéraire, animateur et producteur culturel télévisé. Il a notamment animé Apostrophe en 1975, Championnat d'orthographe en 1985, Bouillon de culture en 1991 et bien d'autres émissions encore. Notamment, il a été membre du jury du prix littéraire. Mais voilà, le 6 mai 2024, après des mois des luttes contre un cancer, Bernard Pivot s'éteint à Neuilly-sur-Seine au lendemain de son 89e anniversaire. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une très belle soirée. On se donne rendez-vous demain à 20 h pour d'autres informations. Merci de nous rester fidèles et merci de nous recevoir. À demain 20 h.